Salut à tous, je m'appelle Joël et bienvenue sur le podcast Mes finances et moi. Ulrich, le co-auteur du podcast et moi pensons que parler des finances privées permet de dépenser moins, épargner plus et mieux investir. Dans ce podcast, nous échangerons avec vous comment mieux gérer vos finances vous-même et sans l'aide de personne. Salut, je suis Joël, co-auteur de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement parfait, c'est-à-dire l'investissement que vous mettez aujourd'hui et vous le gardez jusqu'à la fin de vos jours. C'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez avoir ce truc assez simple, assez calqué, assez truc. Aujourd'hui, je vais vous le proposer. Et voilà quoi, vous pouvez le copier et vous commencez à investir, vous avez votre stratégie, vous dormez les yeux et vous avez une rentabilité sur 100% jusqu'au jour où vous décidez de vendre ou jusqu'à votre retraite. Mais avant de parler de ça, je vais revenir sur une question, un commentaire, une question qui m'a été posée en message privé sur la page Facebook. Alors, si vous ne nous suivez pas encore sur notre page Facebook, je vous conseille d'y aller, de vous y abonner, parce que là, parfois, je fais des lives comme ça, spontanés, pour parler de différentes thématiques, pour répondre aux questions. Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé un bon rythme pour faire tout cela, donc ça dépend assez souvent du feeling, quoi. Donc, je vous conseille vivement d'aller sur la page, vous abonner, parce que là, j'ai parfois assez de bon contenu, que ce soit visuel, qui malheureusement ne peuvent pas être, ne peuvent pas être faits à travers un podcast, quoi. Parce que sur la page Facebook, je suis assez spontané en fonction de ce qui me passe à la tête, en fonction des questions qui me posent, ou bien en fonction des réactions, des commentaires. Je peux faire rapidement des lives Facebook, des vidéos, ou d'autres contenus assez visuels. Alors, la question de quelqu'un qui m'a contacté en privé, c'était, il aimerait avoir un placement pour ses enfants, d'à peu près 10 ans. Si vous vous rappelez, dans les épisodes 5 pour ceux qui vivent en France et l'épisode 6 pour ceux qui vivent en Allemagne, on a parlé de l'équilibre des finances. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a dit que les livrets A, c'est pas une précaution pour les dépenses, dans les 12 prochains mois. Ça, c'était le livret A. Ou bien ceux qui sont en Allemagne, vous avez le Tagesgeld, toujours dans la même confédération, épargne de précaution, ou bien les dépenses qui auront lieu dans les 12 prochains mois. C'est-à-dire que ce sont des caisses comme ça que vous mettez de côté pour organiser votre défense de votre équipe type. Maintenant, lorsqu'on monte d'un cran en France, on a l'assurance vie. En Allemagne, on a un Festgeld. Un Festgeld, comme je l'ai dit dans l'épisode 6 en Allemagne, c'est un truc, vous prenez 1, 2, maximum 3 ans et vous jouez toujours cette dynamique-là. Si vous prenez un truc d'1 an, après 1 an, vous regardez encore quelles sont les banques qui ont les meilleures conditions pour les Festgeld. Si vous prenez un truc de 2 ans, ainsi de suite. Parce qu'en Allemagne, c'est ça l'avantage, contrairement à la France, là où il y a certes concept de compte bloqué, mais à cause des impôts qui sont encore payés dessus, ça ne vaut presque pas la peine, ou bien il n'y a pas assez de banques qui sortent du lot, si bien que pour moi, c'est pas les comptes à terme, c'est pas vraiment le produit. Voilà quoi, c'est pas ça. Je ne suis pas vraiment convaincu de ce produit-là en France, quoi. Donc on constate qu'on avait ces comptes à terme, les comptes à terme d'1 an, 2 ans, 3 ans, plus de 3 ans, ça devient difficile parce que je pense que en Allemagne, il y a assez de dynamisme sur le marché et bloquer son argent plus de 3 ans, ça ne vous rapporte pas grand-chose. Déjà, même que le taux d'intérêt pour un compte, un Festgeld d'1 an, de 2 ans, c'est à peine 10%, pas 10%, 0,1%. Donc, si vous allez encore au-delà, c'est pas vraiment ça, quoi. Donc, pour cette période de 1, 2, 3 ans, en Allemagne, vous avez les Festgeld, vous pouvez tourner à chaque fois, vous faites une sorte d'escalier, en fonction, peut-être le système de Festgeld avec l'escalier, je ferai peut-être un épisode particulier dessus pour vous expliquer. Mais en fait, en gros, c'est quoi? Je vais prendre un exemple, un système d'escalier à 2 niveaux. Vous avez un Festgeld, un compte à terme, en allemand un Festgeld d'1 an, et vous avez un deuxième de 2 ans. Alors, vous donnez l'argent à votre banque, donc vous divisez votre épargne qui
bien sûr, qui va au-delà de votre épargne d'urgence, de épargne de précaution, vous le divisez en deux. Vous mettez une partie dans un compte à terme fiscal d'1 an, l'autre partie dans un compte à terme fiscal de 2 ans. Donc, lorsque le premier arrive à maturation, vous posez la question, est-ce que j'ai besoin d'argent ou pas? Si vous avez besoin d'argent, ok, vous l'utilisez pour vos besoins. Si vous n'avez pas besoin d'argent, vous le replacez cet argent-là sur 2 ans. Entre-temps, celui vous avez mis au départ à 2 ans, lui là, il a déjà fait 1 an. Donc, il lui reste encore 1 an de maturation. Ça fait que lorsque celui-là atteint, vous vous posez la même question. Est-ce que j'ai besoin de cet argent ou pas? Et vous replacez. Donc, vous fonctionnez dans ce système d'escalier là pour vos épargnes que vous n'avez pas besoin assez immédiatement. Donc, on parle comme ça d'un horizon de 3 ans. Mais au-delà de 3 ans, parce qu'après, ce que moi je pense, je dis, après ça, vous passez sur les ETF qui vont sur 15 ans. En France, vous avez les assurances vie qui ont un minimum de 8 ans. Et même là, en fonction de votre profil, 8 ans peut être assez court pour pouvoir pallier à un éventuel crash. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a alors dans cet intervalle 3 ans, 10 ans? De ma connaissance, il n'y a aucun produit à rentabilité sûre. Même par ma connaissance, je suis presque sûr à 99,9% qu'il n'y a, que ce soit en Allemagne ou en France, et il n'y a aucun produit à rentabilité sur 100% pour cet intervalle de temps-là. Si ça existait, ça se saurait. Donc, on se fait que le petit épargnant, comme vous et moi, il a une possibilité. Soit je fais des trucs à très court, soit je me positionne sur le long terme. Pour les banques, ça les arrange parce que vous faites un truc à très court, ils ne vous donnent presque rien, 0,5. Pour le livret A, en Allemagne, vous avez les taxes qui est 0,25, 0,20. Et pour même les Festgeld, vous n'êtes même plus dans 1% comme il y a quelques mois. Vous êtes toujours dans les 0,8 pour les bons Festgeld. Il n'y a rien qu'on peut grignoter vraiment avec ce genre de produit. Alors, l'autre possibilité, c'est soit vous voyez sur le long terme, soit vous restez avec les miettes que c'est des épargnes à très court terme. Donc, il n'y a pas d'épargne à ce niveau-là. Donc, et je trouve, si vous êtes prêt à supporter 10 ans, pourquoi pas 15 ans? Ok, dans le cas de celui qui me posait la question, c'était pour son enfant. Peut-être son enfant est déjà grand, il a déjà un certain âge, mais ça ne change pas grand-chose. Je veux dire, si vous êtes en Allemagne, vous ouvrez un dépôt, vous faites un investissement sur un ETF, ça dépend vraiment à 25, 50, 100 euros ou bien de son Kindergeld. Kindergeld en Allemagne, pour les francophones, c'est l'allocation qu'on donne pour les enfants. Vous le mettez ça sur un ETF MSCI World ou MSCI All Countries. Bon, je ne vais pas en prendre des détails là, mais au cours du podcast, aux prochaines émissions, ce sont des détails qui vont venir petit à petit parce que je pense que aussi bien dans le podcast ou bien le live Facebook, on se en train d'avancer petit à petit. Il y a assez de know-how, une petite base qui est en train de s'établir. Et petit à petit, je pense que je vais augmenter un peu d'autres notions, d'autres trucs, quoi. Si bien que vous puissiez suivre et si bien aussi que le podcast ou bien le live ne soit pas ennuyeux pour ceux qui sont déjà à un niveau un peu avancé dans les placements, dans les investissements en bourse. Donc, c'est ce que je m'ai dit. Et j'ai dit toujours, pourquoi un placement qui serait bon pour toi, c'est-à-dire, dans ce cas, c'est ce qu'on parle dans ce podcast, les ETF, et ça ne serait pas bien pour ton enfant. Non, si quelque chose, un placement est bien pour toi, ça devrait être bien pour ton enfant. Sinon, à mon avis, ça ne fait pas assez de sens, quoi. Parce qu'un jeune enfant, si vous décidez aujourd'hui, j'ai regardé encore une statistique que j'avais postée déjà sur la page Facebook, vous auriez mis l'allocation pour enfants dans le MSCI World il y a 18 ans. Aujourd'hui, vous aurez eu le double, c'est-à-dire vous avez versé la moitié, mais les rentabilités vous ont mis au double. Donc, presque 100% de bénéfices. Et lorsque c'était sur 10 ans, si je me rappelle bien, vous étiez à peu près à 50% de rentabilité. Donc, après, comme je le dis toujours, en bourse, on ne peut savoir si on a bien fait qu'en regardant dans le passé. Les bénéfices de la rentabilité du passé ne disent rien sur l'avenir. Mais je dis toujours, avant d'investir dans un business, c'est quand même bien de savoir comment, dans le passé, ça s'est passé, pour pouvoir éventuellement vous projeter, même s'il n'y a pas de garantie.
Alors, pour vos enfants, peu importe l'âge, ok, s'ils sont déjà, je dis, pour un intervalle d'au moins 10-15 ans, pourquoi pas? Vous le mettez dans un fonds un dépôt, MSC World ou MSC All Country, et vous fermez les yeux. Et vous fermez les yeux. Et votre travail, vous, en tant que parent, c'est d'éduquer vos enfants pour les éduquer financièrement, qu'ils comprennent l'importance de ce genre de placement, pourquoi ce sera important pour eux, c'est les enfants, de continuer après même que, voilà, après que vous les aurez laissé la responsabilité de gérer leur épargne, qu'ils comprennent l'importance, qu'ils n'en fassent pas, qu'ils ne bousillent pas. Et c'est d'ailleurs c'est ce que je trouve assez sexy même déjà pour nous qui voulons laisser un certain héritage à nos enfants. Moi, je pense que l'ETF, c'est l'option la plus facile. C'est l'option la plus facile parce que si même pour vous-même, en tant que parent, vous avez mis votre épargne sur les ETF, à la fin, si vous n'êtes plus sur place, ce qui se passe, c'est que les enfants se divisent à part égale. Chacun sa partie, c'est sans stress. Alors qu'il y a des autres investissements comme les immobiliers, là où ça pourrait créer des frottements, parce que à la fin, qui va rester avec, si vous avez un appartement, vous avez une maison quelque part, ou bien des maisons quelque part, comment ça se passe à répartition? Il y a d'autres, peut-être un enfant qui va dire, ok, moi je veux la maison, et voilà quoi, je vous dédommage en fonction de la valeur, peut-être les autres ne vont pas accepter, et ainsi de suite. Ça peut créer des frottements, À vous de voir, mais je dis toujours, le plus important, c'est l'investissement humain que vous pouvez donner. Le meilleur état, c'est l'investissement humain que vous pouvez donner à votre enfant en les éduquant à comprendre ces notions-là pour leur donner les bases dès aujourd'hui, à leur jeune âge, de comprendre les notions de gagner de l'argent, d'épargner et d'investir. Parce que ça, c'est le cycle de la richesse. Alors, nous allons revenir tout comme ça sur l'investissement parfait. C'est-à-dire l'investissement. Vous le mettez sur place, il est en mode autopilote, vous fermez les yeux, vous vous réveillez dans 50 ans et voilà, et vous commencez à jouir de ça. Mais bon, au début de l'épisode, je dois déjà vous décevoir. L'investissement parfait, il faut l'oublier. Il faut l'oublier parce que lorsque je lis vos commentaires, lorsque je lis vos questions, bien sûr, avec les longues discussions que j'ai parfois avec certains d'entre vous, que ce soit au téléphone ou bien au téléphone ou bien dans les chats, c'est un schéma classique par lequel moi aussi je suis passé. C'est un schéma classique qui se dessine. Je la connais très bien. Et un jour, comme ça, pour diverses raisons, comme si vous avez avalé la pilule rouge, vous vous réveillez et vous constatez, que financièrement, vous ne pesez rien du tout. Vous n'avez rien. Pas d'épargne. On ne parle même pas de plan de retraite. Ou alors, la deuxième possibilité, vous avez certes des trucs, mais c'est chaotique. Vous n'avez même pas grande idée des différents contrats d'épargne ou de placement que vous avez signés. C'est classé quelque part au fond d'un tiroir. Mais peu importe, à la fin, c'est quoi? Qu'il s'agisse de la première ou deuxième option, vous laissez, ok, voilà, je dois mettre tout, mes finances, je dois prendre mes choses en main, je dois tout clarifier ça. Et vous commencez à regarder autour de vous. Donc, vous constatez, qu'est-ce qu'on constate lorsqu'on regarde autour de nous en termes de finances privées? Avec un livret A ou un Tagesgeld, il n'y a rien à gagner. 0,5% pour un livret A, qu'est-ce qu'on peut gagner avec ça? C'est pas un placement, ça. Tagesgeld, aujourd'hui, on est dans 0,20%. Rien du tout. Deuxième enseignement, lorsque vous commencez un peu à renseigner, c'est que les placements qui ont des taux d'intérêt élevés ou bien assez intéressants sont associés à des risques que personne ne peut facilement évaluer. Troisième connaissance, maintenant, si vous êtes tombé sur le podcast Mes finances à moi avec Joël qui parle d'investissement en bourse, vous constatez que vous n'avez pas assez d'argent pour vous créer un portefeuille d'actions raisonnablement diversifié. Et le bémol en tout ça, c'est que même les ETF, c'est pas le Saint Graal. Malgré qu'ils soient moins chers, rentables sur le long terme, les ETF ont aussi le risque. Qu'est-ce qu'on résume après ces 4 points-là? C'est la merde. C'est la merde. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout ça, c'est la merde. Nous croyons que c'était aussi facile comme jouer le raconte. Ah, mais moi, je peux vous dire que c'est facile. Hein. C'est facile lorsqu'on a traversé, on arrive à cette conclusion-là. Alors, il vous reste 2 options. Il faut deux options parce que vous êtes là comme ça, vous ne savez plus quoi faire et subitement vous tombez sur un monsieur, ça peut être un coach là avec de belles vidéos sur YouTube ou sur Facebook.
toujours bien habillé, bien sapé, compréhensif, très jeune, dynamique. Il a un bon tempo, un bon storytelling. Dans le genre de gars que vous aimez avoir comme pote. Ou alors vous tombez sur quelqu'un un peu plus âgé, toujours bien sapé, toujours bien habillé, une belle jolie barbe là. Toujours les bons mots bien placés, arguments assez convaincants. Pap, vous avalez la pilule bleue. Subitement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des contrats, entre guillemets, avec rentabilité garantie. Placement ici, retraite ici, PER, SCPI, plein de contrats. Il vous a miroité tout un portefeuille là, avec garantie et rentabilité béton. C'est-à-dire qu'avec ça, rien ne peut se passer. Mais en même temps, là, ce que votre portefeuille peut supporter comme placement, vous avez les frais de gestion, les frais de transaction entre 10 et 20% qui tombent de manière sûre et certaine dans les poches de votre conseiller bancaire, un tiret entre con et conseiller. Ou alors le coaching que vous avez payé à je ne sais pas combien des milliers d'euros et voilà quoi. Et à la fin, vous n'êtes même pas capable de récupérer l'investissement. Je ne parle même pas des intérêts, je parle même de votre mise. Alors, la deuxième option, c'est quoi? C'est ce que moi j'appelle le tunnel de l'horreur ou bien le gouffre de l'horreur. Vous arrivez, vous êtes réveillé, motivé, il y a l'euphorie qui vous dit voilà, je dois prendre mes finances en main. Après arrive, vous lisez les livres, vous lisez les pages Facebook, vous achetez les livres sur Amazon, vous écoutez les podcasts comme le podcast Mes finances à moi, d'autres podcasts, vous avalez sans fin des vidéos sur YouTube, nuit après nuit. L'information se déverse partout, tout est bien clarifié, tout est bien propre, tout va bien, vous commencez à comprendre, vous commencez un truc. Mais un problème, c'est que après, vous avez les gens qui crient gauche, d'autres qui crient à droite. Les crieurs de gauche ont de bons arguments, les crieurs de droite répondent avec les arguments autant valables. Vous ne savez pas, vu que vous n'êtes pas dans... Voilà, vous ne vous connaissez pas, vous êtes un débutant, vous n'arrivez pas à trop classer quels sont les arguments vraiment valables, qu'est-ce qui est vraiment compréhensif, qu'est-ce qui fait vraiment sens, qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre. Vous n'arrivez pas à faire le tri. Mais une chose vous ai dit, ce qui est sur tous les arguments ne peuvent pas avoir la même importance. Alors comment séparer le bon grain des livrets? J'ai une simple suggestion. Avec le calme, à petits pas, avec tout ce que vous apprendrez, l'investissement, le placement parfait, l'investissement optimal n'existe pas. Alors pourquoi ça n'existe pas? Déjà, il faut qu'on se demande qu'est-ce que signifie optimal? Qu'est-ce que signifie parfait? Quelle est la méthode optimale de faire son placement? Un placement d'argent. Je vais prendre un simple exemple très banal. Les poissons. Le poisson, il est adapté de façon optimale à vivre dans l'eau. Après, il y a les ingénieurs, lui, qui essayent d'optimiser les ailes d'un avion. Quel est le rapport maintenant avec les finances privées? Le rapport, c'est la constance. La baleine ou bien le poisson, lui, vit dans l'eau. L'eau ne change très rarement ses propriétés physiques. Aussi bien que l'air. C'est pourquoi le poisson peut s'adapter à vivre dans l'eau toute une vie, des millions d'années. Et l'ingénieur, la constance, c'est l'air. Donc, il a pour but, lui, d'adapter les ailes d'un avion pour avoir plus de stabilité, les meilleures propriétés aérodynamiques. Là où je veux en venir, c'est que tout optimum, tout ce qui peut être parfait, repose sur un ensemble de règles claires et qui ne changent pas, des règles immuables. Parce que s'il n'est pas clair où se situent les hauts et les bas, qu'est-ce que vous pouvez optimiser? Vous devez être capable de savoir, ok, si c'est en haut, si c'est le bas, si c'est à gauche, si c'est à droite, si c'est chaud, si c'est froid. Et vous essayez de trouver l'optimum. Maintenant, tout ça, bien beau. Le rapport, c'est quoi? Parce que lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent, épargner et investir, les changements, les hauts et les bas sont une constante. Et je dirais même, les changements sont la constance. Parce qu'aujourd'hui, en période de Covid, l'économie ne va pas bien. C'est vrai, avec le soutien des États, beaucoup d'entreprises n'ont pas fermé, mais elles commencent déjà à fermer. L'économie va bien. Demain, elle va aller mal. Après-demain, la Banque centrale va prendre une décision
qui va aller dans une direction. Dans 2-3 ans, elle va prendre une autre décision. Donc, les changements sont constants. Quand on parle d'argent, on parle d'investissement. Et cette décision-là influence sur notre manière de faire nos placements, nos investissements. Après aussi, vous-même, vous aussi, vous changez au fil des années. Du jeune étudiant, ou bien du jeune célibataire, à papa ou maman qui doit subvenir aux besoins de sa famille, en passant par la vie lorsque vous aurez 60, 70 ans. Ce sont les étapes de la vie complètement différentes où vous ne pouvez pas dire, OK, vous avez optimisé aujourd'hui et vous fermez les yeux. On parle d'investissement en finance, il n'y a pas d'optimum. Et ça n'existe nulle part. Votre placement, votre investissement doit juste être assez bon. Il n'existe pas de produits optimaux. Chaque produit financier a ses avantages, ses qualités et ses défauts, entre guillemets. Même les ETF dont je parlais dans ce podcast et dont j'en parlerai toujours. Il n'existe pas une composition de feuilles optimale. Parce que aussi au courant de notre vie, nous changeons, nous avons les priorités changent, les centres de gravité évoluent. Alors on ne peut pas avoir un portefeuille, un investissement optimal. Le portefeuille optimal pour un jeune qui investit en période de boom sera nécessairement très différent d'investissement optimal pour une famille qui lutte pour joindre les deux bouts en période de crise. Alors tout ça, comment est-ce que ça fonctionne en pratique? Je vais encore faire une petite, une anecdote. Hein. Si subitement la mer se sèche, la baleine dont nous avons parlé précédemment, est-ce qu'elle peut se transformer en guépard en un clin d'œil? Ce scénario est aussi irréaliste dans la nature. Elle est faisable dans les finances. À quoi sert un portefeuille que vous avez fait ou bien que vous êtes en train de faire? Parce que vous êtes jeune et célibataire, vous l'avez bien optimisé. À quoi servirait-il à quelqu'un qui est à sa retraite ou bien qui est proche de sa retraite? Les objectifs sont différents. Pendant que vous, en tant que jeune, vous pouvez prendre plus de risques parce que vous avez le temps devant vous. Celui qui est proche de la retraite, qui n'a plus beaucoup de temps jusqu'à sa retraite, qui veut à sa retraite jouir de ses efforts, lui, son facteur, c'est un facteur de sécurité. À notre époque, là où nous sommes habitués à tout optimiser, lorsque je dis un placement, il suffit qu'un placement soit, qu'il n'existe pas de placement parfait, il suffit qu'un placement soit assez bon, sûrement beaucoup d'entre vous vont trouver ça comme une hérésie. Mais je peux vous dire, de ma petite expérience, depuis près de 10 ans, chaque mois, je fais un investissement sur le marché boursier. Chaque mois depuis 2008. On peut optimiser en fonction de la situation à laquelle on se trouve. Et vous devez même le faire parce que vos priorités avec le temps changent. Parce que les coachs, bien les coachs, les conseillers, entre conseillers, ce qu'ils aiment bien faire, ils vont vous dire, si vous avez acheté tel truc en décembre 1999, puis vous avez vendu en mars 2005, puis investi l'argent dans l'action d'Amazon, puis à nouveau, vous avez en mai 2010 investi dans le Bitcoin, vous aurez transformé 1000 euros en 50 000 euros. C'est ce qu'ils ont bien dit. C'est toujours très facile, rétrospectivement, de juger ce qui aurait dû être fait. Rétrospectivement, c'est facile de justifier la transformation de la baleine en guépard. Mais malheureusement, personne d'entre nous, ni ces coachs-là, ni même les meilleurs analystes sur les marchés boursiers, personne d'entre nous n'est le sorcier Fifion Ribana des aventures mystérieuses de Patrick Manon. Alors, voilà, oui, Joël, c'est vrai, oui. Quand est-ce qu'on peut juger qu'un investissement est assez bon comme tu dis? La première règle, le coût. Les coûts doivent être très faibles, que ce soit les coûts de gestion, que ce soit les coûts de transaction. Voilà. Les coûts doivent être assez faibles. Très faibles, très proches même de zéro. Deuxième chose,
Un investissement, c'est bon lorsque vous comprenez ce dans quoi vous investissez. Donc, il ne suffit pas qu'un truc, votre banquier, ou bien que vous dites, il faut acheter ça, voilà, c'est pour votre retraite, voilà, on pense qu'on aura la rentabilité de 5-6%. Il va investir dans quoi? Dans votre argent. Votre argent va aller dans quoi? Il faut que vous compreniez ça. La troisième chose, votre portefeuille doit être assez diversifié et contenir des éléments essentiels. Parce que lorsque votre portefeuille est suffisamment stable pour que vous le conserviez jusqu'à la fin de vos jours, bien sûr, avec le temps, vous allez mettre à jour certaines composantes de votre portefeuille, mais le composant de base, composant de base qui pour moi devrait être un ETF comme le MSCI World, ou bien encore c'est les ETF alternatifs qui couvrent une très grande partie du marché comme le MSCI All Country ou bien le FTSE All Countries, ce sont les alternatives au MSCI World. Ça, c'est la base de tout. Parce qu'avec ça, vous avez diversifié, vous partez sur une très bonne base de diversification de placement dans presque tout genre de produits, presque toutes les régions du monde. Donc, vous ne mettez pas tous vos œufs dans un panier. En gros, votre portefeuille doit être une sorte de cafard. Il doit être détesté par les gens, mais il n'est jamais mort. Alors, que doit faire un débutant? Les débutants aiment bien se perdre dans les détails. Les débutants aiment bien se demander, est-ce que l'ETF c'est où? Est-ce qu'il est domicilié au Luxembourg, en Irlande? Est-ce que c'est un ETF qui est distributeur ou capitalisant? Est-ce que le modèle de réplication est physique ou synthétique? Est-ce que? Là, pour un débutant, vous vous perdez dans trop de détails. La première chose à laquelle vous devez répondre, est-ce que le type d'ETF dans lequel quel est le type d'ETF qui vous correspond? Est-ce que le type d'ETF que vous avez sous vos yeux vous convient? Quand il parle du type d'ETF, est-ce que c'est un ETF sur l'immobilier? Est-ce que c'est un ETF qui investit sur la branche de l'immobilier, par exemple? Est-ce que c'est un ETF qui évolue sur les énergies renouvelables? Est-ce que c'est un ETF qui investit dans le monde entier, seulement sur les pays émergents, ou bien sur les entreprises avec faible capitalisation? Ça sont les questions d'abord les plus importantes. Quel type d'ETF vous convient? Alors, si pour vous c'est difficile de savoir, de pouvoir vous en sortir dans tout ce flot d'informations que vous avez lu, entendu, écouté, procédez comme les ingénieurs. Je suis moi-même à la base un ingénieur. Alors, quand un ingénieur ne sait pas comment fonctionne quelque chose, il y a ce qu'on appelle le principe de black box. Donc, il fabrique d'abord son petit quoi, ou bien il s'imagine un black box et il se pose la question, qu'est-ce qui entre dans le black box? Qu'est-ce qui sort du black box? Les détails à l'intérieur du black box ne sont pas à premier abord intéressants. Ce n'est que lorsque l'ingénieur comprend les relations entre ce qui entre du black box qui sort, que petit à petit, il ouvre sa boîte noire et creuse profondément. Donc, il ne l'ouvre même pas complètement, il l'ouvre petit à petit. Et il essaie de comprendre les relations. Donc, en tant que débutant en finance, en tant que débutant sur les placements boursiers, sur l'épargne, sur le long terme, vous devriez faire pareil. Simplifiez-vous la vie. Tant que vous êtes conscient que vous avez fermé les détails, les yeux sur certains détails, c'est tout à fait normal. Au début, on ne peut pas tout comprendre, sinon vous ne comprenez à la fin rien et vous ne faites finalement rien. Le prochain aspect, n'allez pas directement sur les produits spécifiques. Oh, Tesla est monté, Tesla est descendu, Air Liquide est monté, ETF sur les énergies renouvelables, c'est le futur. Lorsque vous voulez sélectionner les produits concrets, la sélection d'un produit concret, que ce soit Tesla, ETF, c'est la dernière étape du processus. Parce que lorsque vous vous concentrez déjà sur un produit trop concret, vous réduisez votre vue. Si vous êtes tellement focalisé que vous ne voyez que l'arbre qui cache la forêt. C'est vrai que c'est un mal de notre temps. Parce que
qu'il s'agisse des smartphones, des ordinateurs, de je ne sais pas quoi. On veut toujours un produit spécifique qui va résoudre notre problème là, tout de suite. Donc nous sommes conditionnés à toujours chercher le produit parfait là. Mais évitez cela. Vous focalisez pas très tôt sur certaines choses. Gardez d'abord la vue d'ensemble. Le troisième point, ne vous précipitez pas. Que ce soit aujourd'hui ou demain, à la bourse, on ne va pas refuser votre argent. On va toujours le prendre. Ne souffrez pas de FOMO. Le FOMO, c'est l'anglicisme Fear of Missing Out. Donc, le peur de rater l'occasion de la vie. Non. En bourse, il y a les hauts et les bas. Il y aura toujours les hauts et les bas. Il y aura toujours les moyens d'acheter à bon prix. Il y aura toujours les phases d'acheter cher. Et ça ne va pas commencer aujourd'hui pour s'arrêter demain. C'est la constance dans les marchés financiers. Donc, si vous avez maîtrisé à peu près ce que je viens de dire là, je suis sûr que vous sortirez du gouffre de l'horreur. Sinon, continuez à vous abreuver. N'abandonnez pas. Henry Ford d'ailleurs disait, il y a plus de gens qui abandonnent que ceux qui échouent. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? L'investissement optimal, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Il suffit juste que votre investissement soit assez bien. C'est la seule condition. Donc, n'essayez pas d'avoir les informations les plus détaillées pour comprendre tous les mécanismes aussi possibles de pouvoir finalement trouver le produit qu'il voudra acheter. Parce qu'au moment où vous vous mettez dans ces conditions-là, à partir du moment où vous commencez à faire, entre guillemets, vos analyses et que vous décidez à conclure votre analyse, très probablement, ce produit-là n'est même plus intéressant. Ou bien, voilà quoi, il y a un meilleur produit. Parce que vous êtes mis sur ça. Commencez doucement. Et si vous commencez sur un ETF comme le MSCI World, ou bien j'ai mis dans l'épisode sur comment connaître votre profil d'investisseur, j'ai mis quelques usines là, quelques produits fonds euros et en fonds en action. C'est justement les MSCI World que vous pouvez investir. Vous commencez à 25 euros. Et avec le temps, si vous mettez 25 euros chaque mois, avec le temps, vous allez essayer de comprendre. Ne vous cassez pas encore la tête synthétique, physique, impôts ici, domicilié au Luxembourg, bla. Alors, si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous. Laissez-nous un commentaire sur Apple Podcasts, des étoiles. Ça me motive à continuer comme ça, à partager avec vous ma modeste expérience sur les marchés boursiers qui sont, à mon avis, les moyens moins chers, transparents et assez rentables pour pouvoir faire des placements sur le long terme. Alors, au prochain épisode. Ciao.